Et aujourd'hui, donc, nous accueillons Juliette Razon, une collègue qui est maître de conférence de Sorbonne Université, qui est spécialiste de l'écophysiologie des organismes en milieu extrême, en particulier en milieu profond, et qui a publié en 2022 avec Sophie Bittman et Claire Martin, un livre qui s'appelle Le Grand Livre des animaux de l'extrême, et donc elle va nous parler aujourd'hui de ces animaux de l'extrême. Et merci à toi, Juliette, d'être connectée ce soir pour cette conférence. Donc, merci Stéphanie pour cette invitation. Bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez tous correctement? Oui. Il faut continuer comme ça. Voilà, très bien. Alors, merci pour cette petite introduction. Je vais juste compléter un tout petit peu et je vais dans un instant partager mon écran avec vous pour vous présenter des photos pour illustrer mon propos. Donc effectivement, Stéphanie m'a invitée à l'occasion de la parution d'un livre. En réalité, il y a d'abord un premier livre qui est un livre grand public dans la collection des carnets de sciences que je vais vous montrer. Et puis, il y a un livre jeunesse qui est une déclinaison de ce premier livre. Donc, ça va un petit peu s'appuyer sur ces deux ouvrages ce soir, puisque le livre jeunesse est peut-être vraiment pour un public plus jeune. Donc, on va dire c'est très simplifié par rapport au livre grand public. Alors, je vais partager mon écran avec vous pour passer les diapositives. Normalement, ça doit fonctionner. Si jamais il y a un problème, de toute façon, Stéphanie m'alertera. Ce premier livre, donc, qui est un carnet de sciences grand public, a été coécrit avec mon collègue Sébastien Duperron, que vous voyez en photo ici, et qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Et lui est spécialiste des micro-organismes symbiotiques qui sont impliqués dans l'adaptation des organismes aquatiques au milieu extrême et au stress. Donc il est comme moi spécialiste des grands fonds marins, mais il travaille aussi sur les mangroves, les lacs hypersalés et actuellement plutôt sur les lacs de la région parisienne. Donc moi, comme disait Stéphanie, je travaille aussi sur l'adaptation des organismes au milieu extrême et spécialement ceux qui vivent dans les fonds océaniques. J'ai participé, tout comme Sébastien, à plusieurs missions océanographiques hauturières. On a plongé tous les deux dans le submersible Nautile sur les sources hydrothermales profondes. Et moi, comme Sébastien, j'étends aussi mes thématiques de recherche à d'autres environnements aquatiques, comme les pôles, l'estran et puis plus récemment les îles tropicales. Donc le livre dont parlait Stéphanie, c'est une déclinaison de ces carnets de sciences. C'est un grand livre une sorte d'album en fait pour les enfants, qui reprend en fait les différents animaux qui sont exposés dans le livre pour adultes, mais simplifié et plus illustré. C'est un livre très très grand format hein, d'ailleurs. Et je prendrai des exemples dans les deux. Les illustrations que vous allez voir dans la plupart des diapositives viennent de ces deux livres. Alors évidemment, je ne vais pas parler de tout ce qui est dans ces deux ouvrages, j'ai dû faire des choix pour ce soir. Mais avant de commencer notre voyage dans les milieux extrêmes, je voudrais d'abord qu'on commence par se poser la question de qu'est-ce qu'un milieu extrême? Donc, un milieu extrême, quand on évoque déjà le milieu extrême, les images qui viennent sont des images de milieux extraordinaires, comme par exemple là, un désert aride sous un soleil de plomb. Ça peut être aussi des vastes étendues glacées des pôles, ou alors les profondeurs obscures des abysses. Dans tous les cas, les images qui nous viennent sont des images de lieux hostiles et difficiles d'accès pour les humains. Donc on considère que ça reste le domaine des explorateurs et on raconte leurs aventures, on s'émerveille en fait devant ces histoires. Et ça remonte à longtemps, hein. Depuis le 19e siècle, l'exploration de ces lieux d'exception est un défi qui est souvent entouré d'héroïsme. Et vous avez ici l'exemple de la survie pendant 3 ans, puis du sauvetage de l'équipage de l'Endurance en Antarctique par l'équipe de Sir Ernest Shackleton, c'était en 1915. Un autre exemple de l'ascension de l'Everest en 1953 par Tenzing Norgay et Edmond Hillary. Un autre exemple là de la première plongée à plus de 10 km de profondeur en 1960, là à gauche dans le submersible Trieste qui est piloté à l'époque par Don Walsh et Jacques Piccard. Et plus récemment, là en 2012, sur la droite, vous avez l'illustration de cet exploit qui a été réitéré par le cinéaste James Cameron, qui a plongé lui en solitaire dans la fosse des Mariannes avec son submersible, le Deep Sea Challenger. Alors si lui aussi a participé à l'une des premières plongées en bathyscaphe, Théodore Monod, lui, est surtout connu pour être un grand spécialiste du Sahara, qu'il explore toute sa vie et jusqu'au jour de sa mort, même lors d'une ultime expédition à l'âge de 91 ans.
Et l'histoire, en fait, de toutes ces explorations est jalonnée de drames. Là, l'exemple du naufrage du Pourquoi pas de Jean Charcot en 1936 autour de l'Islande. Donc, le danger, l'extraordinaire, l'inaccessible, on a là tous les ingrédients des récits d'aventure, et c'est pourquoi les milieux extrêmes alimentent à la fois notre imagination et aussi les récits de légende. Donc, vous connaissez probablement le Kraken. Il a été repris sous différentes déclinaisons dans différents ouvrages. Là, 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. Vous avez un autre exemple ici avec le dragon slovène, qui est symbole de la ville de Ljubljana, qui aurait été fondé, selon la légende, par Jason après qu'il ait vaincu le dragon. Mais ce symbole du dragon est très très répandu en Slovénie comme symbole du pays, et on peut même aller, vous voyez, aujourd'hui à la rencontre des bébés dragons, puisque vous avez une publicité ici qui a été publiée dans le magazine Géo. Donc l'imagination rejoint finalement la réalité, puisqu'on s'en inspire aussi, et en fait finalement ces créatures de légende, elles se révèlent exister réellement. On sait bien que les abysses sont peuplés d'animaux de grande taille, comme ici l'exemple du calmar géant. Le dragon slovène est en réalité le Protée, c'est une salamandre aveugle qui a une longévité remarquable et qui habite les grottes de l'Adriatique. Donc finalement, les milieux extrêmes, c'est à la fois la réalité d'endroits hostiles où l'homme ne peut pas vivre, mais c'est aussi le terrain d'exploration et de recherche qui mêle science et technologie. Et enfin, c'est un imaginaire qui stimule la poursuite de tous ces projets. Alors finalement, les milieux extrêmes comme lieux hostiles et difficiles d'accès pour les humains, est-ce que c'est une définition certes, elle est simple, hein, mais est-ce qu'on peut s'en contenter? Est-ce qu'elle est satisfaisante? Alors vous avez un exemple ici, nous sommes à 2000 mètres de profondeur, près des dorsales océaniques. Vous avez des crevettes là, qui colonisent un fumeur noir ici, et puis des vers tubicoles. Et ces organismes-là sont très bien adaptés à la vie dans cet environnement, mais même ils s'y épanouissent. Alors si ces milieux-là sont hostiles à notre espèce, ils ne sont pas forcément pour leurs habitants. Est-ce qu'on peut considérer là, de leur point de vue, que le milieu est extrême? Donc on peut dire qu'il y a une différence entre ce qu'on appelle un milieu extrême pour nous, humains, et ce qui est un milieu extrême pour l'ensemble du vivant sur la planète. Donc l'extrême, on ne peut pas se contenter d'une définition subjective, c'est donc objectivement pas seulement la limite pour l'homme, mais la limite plus généralement pour le vivant, et en tant que scientifique, c'est plutôt à ces extrêmes-là qu'on s'intéresse. Alors, on va aller à la rencontre, là, ensemble, de champions de l'extrême. Alors, on ne va pas tous les présenter ce soir. J'en ai choisi 2 pour vous ce soir. Donc, ample décor, désert du Sahara, milieu de journée, le soleil est à son zénith, la température atteint 50 degrés dans l'air, 70 degrés au sol. Tous les animaux encore dehors se réfugient à l'ombre d'abris souterrains, et ceux qui ne sont pas assez rapides succombent à la chaleur écrasante. Mais alors que tous sont déjà rentrés, une nuée de fourmis surgit du sol et s'élance à une vitesse vertigineuse sur le sable brûlant. Des centaines d'individus, semblables à de petites gouttes argentées, parcourent les alentours du nid à la recherche de nourriture. 10 minutes plus tard, plus personne. Les fourmis ont replongé sous terre dans les galeries de la fourmilière. Elles vont recommencer ce balai étonnant demain. Alors pourquoi ne sortent-elles qu'à l'heure la plus dangereuse de la journée? La fourmi que vous voyez là est la fourmi argentée du Sahara. Son nom scientifique est Cataglyphis bombicina et elle ne sort effectivement de son nid que 10 minutes par jour quand la température externe passe de 50 à 54 degrés. Alors pourquoi est-ce qu'elle ne sort pas avant, quand il fait plus frais? Tout simplement pour échapper à ses prédateurs, les lézards. Donc dès qu'ils cessent leur activité, elle en profite pour sortir. Mais alors pourquoi elle ne reste que 10 minutes dehors? C'est très peu pour chercher la nourriture, parce qu'elle doit rentrer avant que sa température corporelle n'atteigne la limite critique, qu'on appelle la température critique maximale. Au-delà de cette limite, elle ne dispose que de quelques minutes avant de sombrer dans le coma. Donc cette limite, elle a été établie à 53,6 degrés pour cette fourmi. Alors c'est une température qui est très chaude, hein, ça la classe parmi les animaux les plus thermotolérants au monde. Donc les fortes contraintes qu'elle subit, c'est-à-dire d'une part la pression de la présence des prédateurs et d'autre part sa limite thermique maximum, ont sélectionné une combinaison efficace de traits à la fois morphologiques et physiologiques qui en font une championne de la course à haute température. Alors on va regarder ces adaptations. La première, qui est la plus évidente, est la fourrure argentée qui recouvre son corps.
Elle est en fait recouverte d'une multitude de soies qui vont former comme une sorte de manteau qui la rafraîchissent. Alors ce pouvoir rafraîchissant est dû à la capacité exceptionnelle de ces soies à réfléchir la lumière du soleil. Donc, vous voyez qu'elles ont une forme très particulière. Sur les photos sur la gauche, on voit une coupe de soie. Elles ont une forme prismatique, un triangulaire, et ça va permettre une réflexion élevée dans la gamme du spectre où le rayonnement solaire est le plus puissant, c'est-à-dire dans le visible et dans le proche infrarouge. Donc la base de la soie repose sur le dos de la fourmi, la pointe du prisme pointe donc vers le ciel, et quand la lumière du soleil, donc la lumière incidente, pénètre par l'un des côtés du prisme, elle va se réfléchir presque entièrement sur la base du prisme et ressortir de l'autre côté. Donc il y a très très peu de rayonnement solaire qui est transmis au corps de la fourmi elle-même. Alors sur les côtés de ces soies, on voit également qu'il y a des petites ondulations, ça forme comme des petites stries. Donc ce sont des ondulations micrométriques qui vont améliorer les performances de réflexion des soies en concentrant encore les rayons lumineux vers la base du prisme. Ça va optimiser leur chemin de sortie, quel que soit l'angle d'entrée des rayons incidents. Donc que le soleil arrive sur le dos ou sur les flancs de la fourmi. Donc ça a pour effet d'avoir un effet miroir qui donne à la fourmi cette jolie couleur argentée qui lui est caractéristique. L'autre particularité de cette fourmi, donc c'est toujours dans les soies, si vous voulez. Alors, attendez, je vais revenir sur les soies un instant. Voilà, pardon. Je vais revenir sur les soies un instant. Donc, en plus d'être réfléchissantes, ces soies ont une autre particularité, c'est de pouvoir évacuer la chaleur. Donc, elles émettent aussi des infrarouges dans la gamme d'infrarouge moyen, ce qui va permettre de dissiper la chaleur excédentaire du corps de la fourmi dans l'air ambiant, qui lui est comparativement plus frais. Donc, par les deux mécanismes qu'on vient de citer, c'est-à-dire réflexion de la lumière solaire et rayonnement de chaleur corporelle, le manteau de soie donc, fait baisser la température de la fourmi de plusieurs degrés, donc ça va de 5 à 10 degrés par rapport à des fourmis qui sont dépourvues de soie. Donc c'est l'expérience qui est présentée ici, là sur la gauche, dans laquelle les auteurs ont rasé différentes parties du corps de la fourmi pour mettre en évidence l'effet refroidissant des soies. Donc on voit en haut des images prises en caméra thermique. On voit que la tête est plus chaude sans les soies. Ce sont les photos où la tête est plus jaune, si vous voulez. Et on voit sur les courbes du bas les différences de température entre les fourmis avec soie et sans soie. Donc la présence de soie, ce sont les courbes qui sont en rouge, et les individus qui ont été rasés sont les courbes qui sont représentées en noir. Donc deux capacités, deux compétences ici dues à ne serait-ce que la présence de ces soies. Donc, elle a aussi une autre corde à son arc, mis à part ce manteau de soie, c'est sa rapidité. Elle bat des records de vitesse. Elle atteint une vitesse de pointe qui est de 1 mètre par seconde. Si on traduit ça en vitesse que l'on peut comprendre, c'est 3,6 km par heure. Alors, ça paraît vraiment pas rapide quand on le dit comme ça, mais en fait, il faut le rapporter à la taille de la fourmi. Donc, elle franchit en réalité une distance qui représente 125 fois la longueur de son corps en 1 seconde. Donc, de ce point de vue, elle se classe parmi les coureurs les plus rapides du monde animal et qui sont tous des arthropodes comme elle. Alors si on compare un petit peu avec ce qu'on connaît chez les mammifères les plus rapides, comme la gazelle de Thomson et le guépard, eux ne dépassent pas 24 fois et 15 fois la longueur de leur corps en 1 seconde. Alors comment est-ce qu'elle fait pour réaliser cette prouesse de vitesse? Alors, première chose qu'on voit sur le dessin ici, elle est juchée sur des pattes très longues. Ça lui permet d'enchaîner les pas à une cadence effrénée de plus de 40 pas par seconde. Donc ces pattes, quand on la regarde, touchent à peine le sol. Le temps de contact au sol est de seulement 7 millisecondes entre chaque pas. Donc cette course, elle est réglée par une excellente synchronisation des pattes qui fonctionne 3 par 3. Ça forme des trépieds qui bougent en alternance. Donc on voit sur la photo à droite le dessin de ces trépieds qui sont symbolisés par des triangles de couleurs, 2 pattes d'un côté, une patte de l'autre. Et cette parfaite coordination des pattes va produire des impacts brefs, synchrones et puissants sur le sable. Donc, grâce à ces avantages, elle va s'enfoncer moins dans le sol des dunes et ça va lui épargner une dépense d'énergie inutile. Alors, tout ça ne suffit pas en fait pour affronter la fournaise du désert, donc la protection par les soies, la limitation de l'exposition au soleil par la vitesse de course, parce qu'à un moment, la température corporelle va se rapprocher de la température critique maximale et là, des dégâts vont commencer à se mettre en place, à intervenir là dans les cellules.
Donc, en plus de tout ça, elle a un équipement invisible, un équipement moléculaire qui la protège de la chaleur désertique. Elle a en permanence dans ses cellules de grandes quantités de protéines de choc thermique. En anglais, on dit heat shock protein, ce sont des HSP. Tous les organismes vivants produisent ces protéines en temps normal, hein. En situation normale, on a tous une petite quantité. C'est ce qu'on pourrait qualifier ici de protéines pompiers, parce qu'elles sont produites en très grande quantité quand il y a une augmentation brutale de la température. Donc on sait que la chaleur provoque des dégâts dans la cellule, comme la rupture des liaisons qui maintiennent la structure tridimensionnelle des molécules. Et ces protéines pompiers, qui elles sont plus résistantes à la chaleur, vont s'accrocher aux autres composants cellulaires pour réparer les déformations subies. Et si les dégâts sont trop importants, elles vont diriger ces composants abîmés vers les centres de recyclage des cellules. Donc les taux de protéines de la famille des HSP qui sont observés chez la fourmi argentée sont plus élevés que ceux qu'on observe par exemple chez sa congénère Cataglyphis mauritanica, qui elle ne vit pas dans le désert. Donc, grâce à ces quantités importantes de HSP, la fourmi maintient un fonctionnement normal de ses cellules dans un environnement chaud. Elle est également mieux préparée au stress qui est provoqué par sa sortie sous le soleil brûlant. Et si jamais la température grimpe encore trop, elle a toujours la capacité de produire une quantité de HSP supplémentaire pour améliorer la réparation de ses cellules. Donc le cas de la fourmi argentée du désert est emblématique, c'est-à-dire que ses réponses au stress thermique que l'on vient de citer se retrouvent chez un grand nombre d'autres espèces qui sont confrontées à des températures extrêmes chaudes. Il s'agit dans tous les cas d'abord de contrôler la température corporelle pour la maintenir en dessous de la température critique maximale, de prévenir ou de réparer les dégâts cellulaires, et enfin de posséder des adaptations qui permettent un métabolisme à haute température. Alors changeons de décor et de continent même pour notre deuxième exemple. Dans les rivières du Mexique vit un petit poisson argenté qui est très convoité des aquariophiles, le tétra mexicain. Il a fait la une des journaux en 1936 suite à une incroyable découverte, l'existence d'un jumeau de l'ombre, le tétra aveugle. Séparés il y a environ 20 000 ans, ils mènent désormais des vies parallèles, l'un à la lumière du jour et l'autre dans la nuit perpétuelle. Donc, dans les souterrains de la Sierra de Alabra, piégé dans les eaux de la grotte Pachón, Astyanax mexicanus nage sans relâche dans le noir. Il ne dort quasiment pas, se contentant de quelques minutes de sommeil par-ci par-là, pas plus de 2 heures au total, pendant que son congénère à la surface dort presque toute la nuit. L'obscurité constante lui a non seulement fait perdre le sommeil, mais aussi la notion du temps. Son horloge biologique est déréglée. En absence de lumière solaire, il est privé de l'alternance des jours et des nuits qui rythment la vie sur Terre, et c'est à la fois son activité et son métabolisme qui s'en trouvent impactés. Par exemple, les gènes, dont l'expression est régulée par la lumière du jour, notamment ceux qui sont impliqués dans la réparation de l'ADN, sont activés en permanence. Alors, de manière un peu inattendue, du point de vue moléculaire, c'est comme si ce poisson cavernicole se trouvait en permanence exposé à la lumière du jour plutôt que d'être dans l'obscurité perpétuelle. Alors, il ne vit plus au même rythme que le poisson de surface, il ne lui ressemble plus vraiment non plus. Il a perdu les pigments mélaniques qui donnent la couleur argentée aux astyanax de surface. Mais ce qui frappe encore plus là que sa couleur rose pâle, c'est la perte de ses yeux. Il a bien des yeux à la naissance, mais ils vont régresser au fur et à mesure, et à l'âge adulte, il est aveugle. Alors, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Dans l'obscurité des grottes, on peut entendre tout un concert de grondements et de cliquetis. Ce sont des sons qui lui permettent de communiquer avec ses partenaires pour signaler par exemple la présence de nourriture. Il est plutôt solitaire et il ne connaît pas du tout les affrontements des groupes hiérarchiques de ceux qui vivent à la surface. Il se consacre entièrement à une tâche essentielle, la recherche de nourriture. Donc il va arpenter sans relâche le fond à la recherche de débris organiques. Il mange par exemple du guano de chauve-souris ou des insectes. Et pour ça, il est doté de capacités sensorielles accrues qui vont compenser efficacement la perte de la vue. Donc, il est capable notamment de détecter toute vibration dans l'eau avec une acuité à des distances bien supérieures que les astyanax des rivières. Sur son crâne, il y a de grosses cellules sensorielles appelées des neuromastes qui détectent toute pression mécanique qui sont créées par le moindre mouvement d'eau. Sur ses flancs, la ligne latérale, c'est un organe sensoriel qui permet aux poissons et aux requins de percevoir les courants d'eau, est exceptionnellement riche en capteurs.
Alors ça a une contrepartie, hein, cette sensibilité accrue, c'est ce qui l'empêche de dormir, c'est ce qui le tient éveillé tout le temps, mais en même temps, ça rallonge son temps de recherche de nourriture. Alors ses mâchoires et ses narines sont plus grandes que celles de son congénère de surface, donc c'est ce qui lui permet d'avoir une détection sensorielle accrue. Elles sont équipées donc d'une multitude de cellules sensorielles et ça va lui permettre notamment de repérer les molécules dissoutes dans l'eau avec une efficacité redoutable. Alors vous avez une photo noir et blanc ici, en haut de la diapositive. En A, on voit les narines des poissons de surface et en B, celles du poisson cavernicole. Elles sont délimitées par des petits traits bleus et on voit bien que les narines du poisson cavernicole sont beaucoup plus développées. Alors vous avez illustré ici une des expériences de détection sensorielle qui a été menée donc, dans une grotte. On voit le dispositif en bas à gauche de la diapositive et un schéma qu'il symbolise à côté. Donc c'est une petite piscine avec deux sources qui sont offertes au choix des poissons, une source de nourriture en orangé et une source d'eau témoin en bleu. Donc sur le graphe à droite, on voit que les poissons cavernicoles, qui sont symbolisés ici par la courbe rouge, se dirigent presque instantanément vers la source de température de nourriture, pardon. Donc c'est le nombre de poissons, le pourcentage pardon, de poissons qui se rapprochent de la source en fonction du temps. Dans le même temps, les poissons de surface, qui sont représentés par la courbe bleue, ne réagissent pas du tout. Donc ça a été reproduit plusieurs fois et en moyenne, les poissons cavernicoles mettent moins de 30 secondes pour se diriger vers la source de nourriture. Donc cette nourriture qui est très rare dans les grottes est très vite détectée et elle est aussi très bien utilisée. Donc, les Astyanax cavernicoles stockent très efficacement les lipides pour constituer des réserves énergétiques. On voit sur la photo en haut à droite que le poisson cavernicole rosé là est plus gras que son homologue ici de surface. Donc les Astyanax cavernicoles ont tellement changé par rapport à ceux de surface qu'on a le droit de se demander si c'est devenu une nouvelle espèce ou non. Et en fait, non. Ils peuvent toujours se croiser, ils donnent une descendance viable, fertile et qui possède des yeux. Donc il s'agit bien toujours de la même espèce. Donc là, on a affaire ici à des adaptations au milieu cavernicole et non pas ici à une spéciation. Alors ces champions de l'extrême, qu'ils vous soient familiers ou vous les ayez découverts ici aujourd'hui, ne remettent pas en fait la vision commune des milieux extrêmes. C'est-à-dire que les espèces qu'on vient de voir sont bien là où on les attend, dans des milieux hostiles, pas très accessibles. Mais il en existe d'autres qui sont habitués à l'extrême et que vous ne soupçonnez probablement pas. Donc là, dans les exemples qu'on vient de voir, vous allez probablement vous rendre compte que vous êtes également des aventuriers des milieux extrêmes et que vous en avez parcouru, exploré vous-même au cours de votre vie. Alors pour commencer, voilà une de mes photos de vacances. C'est la fin de la journée, on est sur une plage magnifique du Finistère, à marée basse, le moment idéal pour une balade. Alors par curiosité, je ne peux pas m'empêcher de jeter un petit coup d'œil dans les flaques d'eau, je cherche les crevettes, c'est naturel pour moi, des formations professionnelles, c'est mon modèle d'étude. Mais on est bien loin là de mes expéditions en haute mer, à la pêche à la crevette abyssale, en submersible. Ça ressemble moins à un milieu extrême et pourtant cette plage est bel et bien un environnement extrême. Donc on se situe dans la zone de balancement des marées. Vous connaissez aussi cette zone sous le nom d'estran ou zone intertidale. Et vous savez que l'eau se retire périodiquement et que les espèces marines qui vivent là sont confrontées à l'échelle du journée à des changements drastiques de leur habitat. Donc sur les côtes françaises, où on a un régime de marée qui comprend 2 cycles par jour, les espèces qui se situent au milieu de l'estran sont émergées 2 fois par jour pour une période de 6 heures. Enfin, ça fait quand même la moitié de leur temps. Celles qui occupent le haut de l'estran restent quant à elles émergées plus de 80% de leur temps. Donc entre la marée haute et la marée basse, elles vont passer d'un milieu aquatique vaste à un milieu aquatique restreint, voire très restreint. Ça peut être des cuvettes, des flaques ou des volumes d'eau encore plus petits, comme l'eau par exemple qui est retenue entre les grains de sable ou celle qui est emprisonnée à l'intérieur des coquilles de mollusques. Donc dans ces tout petits volumes d'eau, l'oxygène va rapidement baisser et on sait que les organismes pluricellulaires, sauf à de rares exceptions près, sont strictement dépendants de l'oxygène pour vivre. Donc dès qu'on baisse la disponibilité d'oxygène à marée basse, on met les espèces de l'estran en danger. Donc elles sont confrontées à une carence en oxygène qu'on appelle hypoxie,
lorsque l'oxygénation de l'eau diminue de moitié, voire plus. Elles sont à ce moment-là mises en danger, ça veut dire qu'elles sont en danger tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe pour notre petite crevette des flaques, là, qui est piégée dans les cuvettes en attendant la marée haute? Pendant la journée, les mares sont approvisionnées en oxygène par l'activité photosynthétique des algues, mais le problème, il va survenir surtout la nuit, en fait, lorsque l'oxygène est consommé par les animaux et les plantes. Donc, les crevettes de l'estran, donc là, vous avez un exemple, ça doit être Palémon elegans, la petite crevette rose. Ces crevettes de l'estran vont répondre à la baisse d'oxygène disponible en hyperventilant, en augmentant leur débit cardiaque ou alors en ayant recours à un métabolisme anaérobie. Alors, elles ont également à disposition une grande quantité de pigments respiratoires qui ont une forte affinité pour l'oxygène. On appelle ce pigment l'hémocyanine. Mais sur l'estran, toutes les crevettes ne jouent pas dans la même cour, hein. Il y a celles qui vivent dans la partie haute de l'estran, donc qui sont celles qui sont le plus longtemps émergées, et celles-là ont de meilleures capacités de réponse à l'hypoxie que leurs voisines du bas de l'estran. Leur hémocyanine a une plus grande affinité pour l'oxygène. Elles vont avoir une capacité du coup à prélever l'oxygène dans l'environnement lorsque les concentrations sont plus faibles. Lorsque l'oxygène disponible baisse, leurs activités cardiaques et respiratoires vont augmenter moins comparativement à celles du bas de l'estran. Donc elles sont mieux préparées. Elles ont également des meilleures capacités de métabolisme anaérobie et elles récupèrent mieux après un stress. Donc cette crevette rose, par exemple, a toutes ces capacités et elle vit dans un environnement qui est plus rude que celle du bas de l'estran, comme par exemple les crevettes bouquets Palémon serratus. Mais les capacités métaboliques n'expliquent pas à elles seules la plus grande résistance de cette crevette rose à l'hypoxie. Un des points cruciaux là, de la résistance va résider dans leur comportement nocturne. Donc, quand la mare devient hypoxique, la nuit, les crevettes vont remonter à la surface, s'allonger sur le côté et sortir leurs branchies de l'eau. Elles vont alors battre frénétiquement leurs appendices natatoires et ça va faire créer des remous là, à la surface de l'eau. Ce comportement va leur permettre là de s'approvisionner en oxygène dans l'air lorsque le niveau d'oxygène est trop bas dans la mare. Donc les crevettes bouquets, qui elles sont dans le bas de l'estran, elles sont plus rarement émergées, ne montrent jamais ce comportement, que ce soit sur le terrain ou en laboratoire. Donc cet exemple montre que pour résister ici à une raréfaction de l'oxygène dans leur environnement, ces crevettes du haut de l'estran ont mobilisé, elles aussi, une combinaison de réponses à la fois métaboliques et comportementales, ce qu'on avait vu déjà comme panel, comme combinaison chez la fourmi du désert. Alors certaines dans l'estran se retrouvent dans des situations encore plus extrêmes, ce sont les espèces qui sont fixées. Par exemple, ici, à marée descendante, sur nos côtes, on voit apparaître à l'air libre des rochers qui sont tapissés ici de moules, la moule bleue Mytilus et d'Ulysse. L'immersion là, va contraindre les moules à se contenter d'un minuscule volume d'eau, celui qui est emprisonné dans leur coquille. Alors cette eau va bien sûr rapidement s'appauvrir en oxygène et en réponse à cette hypoxie, la moule va devoir diminuer ses dépenses énergétiques et elle va le faire en les diminuant de 90% par rapport à la situation normale à marée haute. Quand l'oxygène diminue encore et descend sous le seuil de 2 mg par litre, l'apport devient alors trop faible pour qu'elles maintiennent un métabolisme aérobie et elles vont passer en métabolisme anaérobie. Et l'une des particularités ici, c'est que le produit de ce métabolisme anaérobie, chez les moules, ce n'est pas le lactate, comme chez nous. Vous avez peut-être qu'on produit du lactate quand on fait par exemple des efforts physiques soutenus, mais ce sont chez les moules des opines, ce sont des molécules qui sont dérivées d'acides aminés, et elles ont la particularité de pouvoir être accumulées dans les tissus sans causer de dégâts. Elles sont moins acides que le lactate, et elles ne vont donc pas modifier le pH des cellules. On retrouve chez ces opines, pas seulement chez les moules de l'estran, mais aussi chez plein d'autres espèces de cet environnement, comme les vers anaricoles, les siponcles et d'autres invertébrés marins. Alors si la période d'immersion se prolonge, les moules vont elles aussi avoir recours à un comportement de survie, comme ce qu'on vient de voir chez les crevettes. Elles vont entrouvrir leur coquille à l'air libre pour récupérer l'oxygène de l'air. Alors ça semble risqué comme comportement, parce qu'en ouvrant la coquille, l'animal prend un risque
accru d'être desséché, de se déshydrater. Pourtant, il a été montré chez des populations de moules brunes sur les côtes africaines et sud-américaines que l'ouverture de la coquille, donc contrairement à ce qu'on s'attend à trouver, va augmenter l'humidité et baisser la température dans le banc de moules. Donc ça va augmenter les chances de survie des individus. Ces effets bénéfiques n'interviennent que lorsque les moules sont en banc et non sur des individus isolés. Donc là, on a un comportement individuel simple qui va améliorer la survie du groupe. Alors pour la crevette, la moule et les autres espèces de l'estran, la survie à marée basse passe donc par des mécanismes communs qui sont la diminution de l'activité métabolique, la bascule vers un métabolisme anaérobie et d'optimisation de la récupération de l'oxygène jusque dans l'air s'il le faut. Alors du seul point de vue de la disponibilité en oxygène, on pourrait considérer que les organismes qui vivent dans la zone de l'estran ne sont pas ceux qui sont exposés aux conditions les plus extrêmes. Il existe dans l'océan de nombreuses zones d'hypoxie, et elles ont même tendance à s'étendre du fait des activités humaines. Mais pour prendre la mesure de l'hostilité de cet environnement, qui paraît là si paisible sur la photo, il ne faut pas considérer une seule condition. Il faut considérer l'ensemble des conditions auxquelles sont soumises ces espèces. Il y a beaucoup de paramètres environnementaux qui varient au rythme de la marée, la température, la salinité, la disponibilité en nourriture, les conditions hydrodynamiques, par exemple les courants, et les vagues. Donc ces variations à l'échelle d'une journée infligent des stress multiples et chroniques aux espèces de l'estran. Donc au-delà de la sévérité d'un seul de ces stress, c'est l'accumulation des stress et leur périodicité qui rend cet environnement extrême. On peut même ajouter que c'est un milieu extrême qui est très complexe à étudier. Pas parce qu'il est inaccessible, mais plutôt parce qu'il n'est pas facile de mesurer l'ensemble des paramètres environnementaux dans cet environnement. C'est pas non plus une mince affaire d'appréhender, de mesurer les réponses simultanées des organismes à tous ces stress variés. Donc les côtes, les plages, voilà, bien que ce soit des environnements qui nous paraissent accessibles, sont effectivement des milieux extrêmes qu'on n'a pas du tout fini d'étudier et qui promettent encore de nombreuses découvertes étonnantes. Nous voilà en forêt régionale de Saint-Vrain, à 40 km au sud de Paris, sur le plateau agricole de la Brie française. En milieu extrême, ça, on a un peu du mal à y croire là quand même. Alors si je vous montre ça, là peut-être vous commencez à voir pourquoi ça pourrait être extrême, parce que quoi de plus extrême quand on est un organisme aquatique que de se retrouver privé d'eau? Donc les habitants de cette mare ne sont pas les seuls à subir ce sort. De nombreuses espèces qui vivent dans des plans d'eau douce ou salée temporaires voient leur habitat s'assécher et disparaître régulièrement. Alors ça peut être des lacs, des étangs, des mares, des flaques ou toute autre petite cuvette remplie d'eau. Et ça ne s'arrête pas là, ça ne se limite pas en fait aux étendues d'eau statiques. On sait qu'il existe aussi des cours d'eau temporaires. Une étude récente publiée en 2021 dans la revue Nature a révélé l'étendue insoupçonnée des rivières temporaires à l'échelle du globe. Donc sur les 64 millions de kilomètres de rivières comptabilisées, plus de la moitié, c'est-à-dire entre 51 et 60%, cessent de couler au moins un jour par an. Donc au cours des 50 dernières années, il y a aussi beaucoup de cours d'eau qui sont devenus temporaires du fait des activités humaines et du réchauffement global. Et ça n'épargne pas les grands fleuves iconiques, puisque certaines régions, certaines parties du Nil et du Colorado, par exemple, ne sont pas épargnées, ça sèche au moins un jour par an. Donc, dans tous ces environnements aquatiques temporaires, les habitants expérimentent des périodes plus ou moins longues d'absence d'eau liquide. Donc pour ces organismes, il n'y a pas 36 solutions. Soit ils s'en vont vers d'autres habitats, soit ils attendent le retour de l'eau. Pour ça, ils vont devoir se mettre dans un état de vie ralenti. Nous voici en Afrique, dans un petit village traditionnel du Burkina Faso. Après de longs mois de sécheresse, la saison des pluies est de retour. Bientôt, des trompes d'eau vont s'abattre sur ce village. En ruisselant sur les maisons, l'eau va imbiber les briques de terre des murs et va révéler une tête, puis des nageoires, et enfin un animal tout entier aux allures d'anguille. L'animal s'extirpe du mur et va rejoindre la mare la plus proche apparue avec l'arrivée de ces précipitations providentielles.
Donc, quelle est l'explication de cette scène étrange des poissons qui sortent des murs des maisons? Ça fait un petit peu film d'horreur quand même. Bien sûr, la présence de cet animal dans le mur est accidentelle, c'est pas son biotope habituel, naturel. Au début de la saison sèche, il a creusé un terrier dans la boue quand la mare dans laquelle il vivait disparaissait. Il a ensuite produit un cocon de mucus qui, en séchant, a formé une enveloppe protectrice. Il s'est mis en vie au ralenti et il attend le retour de la pluie. Mais la boue séchée de la mare est utilisée pour fabriquer les briques des maisons dans cette région. Alors il s'est retrouvé piégé dans une brique fabriquée par les villageois. Et voilà comment on retrouve des poissons dans les murs des maisons. Alors en réalité, cet animal n'est pas un poisson, hein, on l'appelle le dipneust africain. Ça ressemble à un poisson, mais c'est un proche parent des tétrapodes, les animaux dotés de 2 paires de membres charnus, dont nous faisons aussi partie. Donc ces nageoires charnues vont lui permettre de prendre appui et ça lui permet de passer facilement du milieu aquatique au milieu aérien et vice-versa. Donc il se déplace assez facilement hors de l'eau. Donc, sa survie hors de l'eau est due à une capacité qui est à l'origine de son nom, dipneust, qui signifie double respiration. En effet, il a à la fois des branchies et des poumons, ce qui lui permet de respirer à la fois dans l'eau et dans l'air. Alors habituellement, il combine ces 2 modes respiratoires quand il est en vie active dans la mare, dans l'eau. Parce que dans les mares dans lesquelles il vit, il y a en généralement peu d'oxygène, donc il ne peut pas s'approvisionner uniquement par les branchies. Il va donc venir régulièrement à la surface pour prendre des goulées d'air, donc avoir une respiration aérienne. Pendant la saison sèche, quand il se retrouve en milieu aérien, les échanges gazeux vont alors se faire exclusivement par les poumons et puis par la peau aussi. Donc cette période, c'est la période qu'on va appeler l'estivation. C'est une période de dormance qui a lieu pendant l'été ou la saison sèche. C'est déclenché en général par la disparition d'un élément essentiel à la vie. Alors ici, par exemple, l'eau, mais ça peut être aussi la nourriture ou la source d'énergie. Pendant l'estivation, il va devoir faire face à 2 dangers, qui est l'attaque de front, déjà un danger extérieur, c'est-à-dire les conditions environnementales difficiles, et puis un danger qui vient plutôt de l'intérieur, c'est-à-dire des conditions physiologiques qui sont très contraignantes. Il va rester immobile, il va risquer la déshydratation et puis l'accumulation de déchets métaboliques toxiques. Donc l'une des principales caractéristiques de l'estivation va être le passage en métabolisme réduit, qu'on appelle hypométabolisme. Donc qu'est-ce qui se passe en hypométabolisme? On va avoir un ralentissement drastique de toutes les fonctions cellulaires ou presque, la synthèse de protéines, les transports membranaires, l'expression des gènes, etc. Et le métabolisme général peut descendre comme ça jusqu'à 1/3 de son niveau normal. On va avoir ralentissement des fonctions cellulaires qui va passer par la phosphorylation des protéines, c'est-à-dire on va les immobiliser et ça se fait par un mécanisme qu'on appelle la phosphorylation. Donc ça va inhiber notamment les protéines qui sont impliquées dans tout ce qui est multiplication, croissance des cellules. Donc l'animal ne fait plus rien, on va dire, que d'être en métabolisme de survie. Alors souvent, réduire le métabolisme n'est pas suffisant. Il va falloir gérer les autres menaces qui planent sur l'animal. On en a parlé un petit peu, c'est-à-dire la déshydratation par exemple. Il est vital là de retenir l'eau corporelle. Il ne peut pas se dessécher complètement en attendant le retour de la pluie. Donc en plus de ce mucus et puis le fait de s'enfouir là dans la boue, il va mettre en œuvre des mécanismes internes pour limiter les pertes d'eau. Et l'un de ces mécanismes, par exemple, c'est la concentration en urée de ces fluides corporels. Alors, l'urée, vous le savez, hein, c'est normalement évacué, c'est un déchet du métabolisme qu'on évacue normalement là, par l'urine. Là, ici, les enzymes du cycle de l'urée vont s'activer pendant l'estivation et la production d'urée va donc être augmentée. L'animal va se charger en urée et ça va permettre, un, de le garder hydraté et deux, de gérer les déchets du métabolisme. Il ne va pas les évacuer, il va les stocker en fait. Là. Donc, habituellement, en milieu aquatique, ces déchets qui sont évacués se le font sous forme d'ammoniac. Alors l'ammoniac, vous connaissez peut-être ce composé, c'est un composé toxique qui habituellement s'évacue au niveau des branchies dans l'eau environnante. Donc c'est pas gênant que ce soit toxique parce qu'on s'en débarrasse tout de suite. Mais sauf que là, on est en milieu aérien, on peut plus se débarrasser de cet ammoniac au niveau des branchies. Donc ce qui va se passer, c'est que l'animal va transformer cet ammoniac en urée et il va pouvoir l'accumuler dans ses tissus sans dégâts et cette urée va permettre de garder l'eau dans les tissus. Donc, double effet, double avantage ici.
Donc l'hypométabolisme qu'on vient de décrire pour le dipneus, c'est un exemple là de vie ralentie. Donc le dipneus s'en sort très bien comme ça, mais il y a des cas qui sont encore plus extrêmes que celui du dipneus. Dans ce cas-là, on n'a pas une réduction du métabolisme, mais un arrêt complet en attendant que les conditions environnementales redeviennent favorables. Donc là, on ne parle plus de vie ralentie, on parle de vie en pause, et c'est ce qui arrive aux organismes aquatiques qui est quand l'eau disparaît de leur environnement et qui se retrouvent face à une déshydratation extrême. Donc, les premiers travaux sur la tolérance à la dessiccation portaient sur des petits crustacés qui sont récoltés le long des côtes anglaises, les artémies. Donc, depuis ses débuts comme objet d'étude scientifique, l'artémie a fait du chemin. Elle est maintenant mondialement connue, vous la connaissez peut-être. Elle est utilisée par les aquaculteurs et les aquariophiles en tant que nourriture pour les poissons et les crevettes. On peut aussi la trouver au rayon jouets des grands magasins. Les élevages d'artémies sont des cadeaux aussi pour les enfants. Alors à l'origine, leur biotope naturel, c'est un environnement hyper salin. On peut en retrouver donc dans des eaux côtières très salées ou dans des grands lacs, comme le grand lac salé de l'Utah aux États-Unis. Et quand le niveau de l'eau varie, ce qui est le cas notamment en été, les artémies peuvent se retrouver à sec ou dans des eaux dont la salinité est tellement forte qu'elle excède leur tolérance. Et dans les deux cas, elle n'a plus assez d'accès à l'eau liquide pour mener une vie normale. Un autre animal qui a fait l'objet de nombreuses études pour ses mêmes capacités à tolérer la dessiccation, le non moins célèbre tardigrade, qu'on surnomme parfois ourson d'eau. Alors eux peuplent des environnements aquatiques et terrestres très divers. On en retrouve un petit peu partout, dans l'océan profond, dans la zone de balancement des marées, sur les montagnes de l'Himalaya, dans les forêts tropicales, etc. Mais dans tous les cas, eux aussi ont besoin d'eau pour être actifs. Donc dès qu'ils sont privés d'eau, ils sont en conditions extrêmes. Leurs habitats de prédilection, ce sont des environnements aquatiques temporaires insoupçonnés, eux aussi. Le fin film d'eau qui recouvre les mousses et les lichens. C'est un milieu aquatique microscopique dans lequel ils s'épanouissent très bien, mais qui va s'assécher très vite quand il fait chaud et qui va geler très vite aussi quand il fait froid. Donc les tardigrades vont se retrouver eux aussi privés d'un accès à l'eau liquide. Alors les artémies et les tardigrades sont tous les deux capables, quand il n'y a plus d'eau disponible, de produire des formes résistantes à la dessiccation. Alors chez les artémies, ces formes de résistance sont des embryons qui sont encapsulés dans des enveloppes. On appelle ça des cystes ou des kystes. Chez les tardigrades, ce sont des larves ou des adultes entiers qui vont prendre la forme de résistance. C'est une forme de tonnelet, parce qu'ils vont se contracter, ils vont perdre 40% de leur volume. Donc là, je reviens sur la diapo précédente, vous voyez la forme tonnelet qui est à droite, complètement contractée par la perte d'eau. Donc ces formes de résistance, elles sont métaboliquement inactives, elles sont dans un état de déshydratation avancée. L'eau ne représente plus alors que 2% du poids total, alors pour les cystes chez l'artémie et pour le tonnelet chez le tardigrade. Alors, si on fait une petite comparaison avec les humains pour se donner une échelle, l'eau représente chez nous 65% du corps, chez l'humain, et on a une très très faible tolérance à la déshydratation, parce que si on perd seulement 7% du poids du corps en eau, on considère qu'on est déjà déshydraté de manière importante. Ça représente à peu près 3 litres d'eau pour un adulte de 70 kg. Et ça cause déjà des dégâts aux reins, à l'intestin. Et si on pousse un petit peu plus la déshydratation, on a directement une atteinte du cerveau et on tombe très vite dans le coma. Donc chez l'être humain, la survie sans apport d'eau, elle est limitée à quelques jours seulement. Chez les artémies et les tardigrades, l'état de vie suspendu comme ça, sans eau, peut durer plusieurs années. Donc, les embryons d'artémie sont conservés là sous l'état de cyste dans des collections pour des périodes qui peuvent aller jusqu'à plusieurs décennies, et on les trouve naturellement dans les sédiments sur des périodes qui peuvent atteindre plusieurs siècles. Pour le tardigrade, en 2016, il y a une équipe qui a réussi à remettre en vie des tardigrades qui étaient récoltés dans des mousses antarctiques, et qui étaient restés congelés pendant 30 ans. Donc la survie là, dans cet état de dessiccation est possible grâce à des mécanismes de protection des cellules, bien sûr, et l'un des mécanismes qu'on peut citer, c'est la formation de verres biologiques. Ça va figer les cellules. Donc la vitrification, elle est due à la production d'une grande quantité de sucre, par exemple le tréhalose, qui va former une substance tellement visqueuse que ça va immobiliser tous les composants cellulaires, ça va empêcher toute réaction chimique et ça va entraîner l'arrêt du métabolisme.
Alors chez le tardigrade, c'est pas le tréhalose, c'est pas un sucre, hein, qui joue ce rôle, c'est une protéine, soluble et stable, mais c'est le même principe. Donc dans tous les cas, ces mécanismes sont réversibles et les formes de résistance, une fois qu'on les réhydrate, elles reprennent leur activité métabolique normale. Donc les tardigrades, plus généralement tous ces animaux qui sont capables de dessiccation, sont souvent considérés comme les plus résistants sur Terre. On voit souvent des articles, hein, sur leur résistance exceptionnelle. Mais là, on peut quand même dire qu'on arrive aux limites de la vie en milieu extrême. Parce que ces espèces, on ne peut pas réellement dire qu'elles vivent ou qu'elles sont adaptées à vivre en milieu extrême. Elles sont en réalité adaptées à survivre en milieu extrême. Et ça, c'est une nuance qui fait toute la différence, hein. Alors, on ne peut pas terminer ce tour des milieux extrêmes inattendus sans évoquer ceux qui sont apparus récemment dans l'histoire de la Terre, du fait des activités humaines. Alors, une des particularités de l'espèce humaine, c'est par exemple sa capacité à façonner son environnement. Vous avez là un exemple remarquable là-haut, celui des marais salants, donc des dispositifs avec des bassins un peu profonds, reliés à la mer par des canaux, et dans lesquels le sel de mer cristallise, soit par évaporation naturelle, grâce au vent, au soleil, et puis il est ensuite récolté. Donc dans ces bassins, la salinité va finir par dépasser la saturation et il y a que seuls quelques animaux qui arrivent à y survivre, comme l'artémie qu'on vient de voir, par exemple. Il y a des bassins où les concentrations de sel vont même être encore plus élevées, voire extrêmes, et dans ces cas-là, on reproduit des conditions qui sont proches, par exemple, de celles de la mer morte, et on va retrouver dans ces bassins uniquement des micro-organismes halophiles, c'est-à-dire des organismes qui sont capables de tolérer des milieux salins extrêmes. Donc, par exemple, l'algue verte unicellulaire du Naliella, ou des archées comme Haloquadratum. Donc là, on a créé un beau milieu extrême hyper salin. Alors l'homme a développé bien sûr de nombreuses autres méthodes, hein, pour conserver ses aliments, pour les transporter, les stocker. L'enjeu est à chaque fois d'empêcher ou de limiter le développement des micro-organismes hétérotrophes. Parce que pour ces organismes, évidemment, la richesse en matière organique de nos aliments est complètement irrésistible. Donc on a les fermentations alimentaires, le fromage qui est acide, salé, pauvre en eau. On peut penser aussi aux boissons alcoolisées, au vinaigre. L'homme transforme ses aliments en milieu extrême sans le savoir depuis l'Antiquité pour les préserver. Donc, un autre exemple de la transformation de l'environnement, c'est bien sûr la construction et le développement des villes. Bien sûr, ce sont elles aussi des milieux qu'on peut considérer comme extrêmes. Alors, mis à part la diminution du couvert végétal, la présence de béton et de bitume vont faire monter la température. Et puis, l'imperméabilisation des sols va contribuer à diminuer la disponibilité en eau pour les organismes. Donc, ces deux phénomènes vont favoriser localement dans la ville l'établissement d'espèces qui sont adaptées à des conditions arides. Donc, par exemple, on voit des espèces végétales qui sont normalement habituées à des climats chauds et secs, comme la cymbalaire des murs, c'est ce qu'on appelle aussi la ruine de Rome, ou des sédums, donc des plantes grasses à feuilles succulentes, qui vont s'installer dans les fissures des bâtiments, les interstices des pavages. Alors côté pollution, malheureusement, notre présence a des impacts extraordinairement variés. Donc on ne peut pas tous les citer, mais il y a les activités agricoles, industrielles, urbaines, qui vont accumuler dans les sols et dans les eaux des produits phytosanitaires, hydrocarbures, éléments radioactifs, éléments métalliques, etc. Donc la liste est bien sûr trop longue pour qu'on puisse l'établir ici. Il existe une multitude d'environnements qui sont modifiés par les polluants issus de ces activités. Vous avez un exemple ici en haut à droite, le Rio Tinto en Espagne, donc rivière rouge, une rivière qui est modifiée par les activités minières de la région, qui ont contribué là à son acidification et à sa pollution par des éléments, alors pour n'en citer que deux, le mercure et l'arsenic, mais la liste est longue. Et cette rivière se retrouve là colonisée par des micro-organismes acidophiles qui sont typiques des milieux extrêmes à pH acide. Alors un autre exemple, illustré juste par un petit dessin en dessous, l'accumulation dans l'environnement de substances qui n'existaient pas à l'état naturel avant les activités humaines, parmi lesquelles bien sûr les plastiques. Alors les débuts de ce polymère sont relativement récents, ces polymères de synthèse n'ont commencé à être produits qu'au XIXe siècle, et pourtant actuellement la production atteint plusieurs centaines de millions de tonnes par an. Vous savez qu'on retrouve des déchets plastiques partout, que ce soit dans les eaux, les sols et même dans l'atmosphère, il y a des microplastiques dans les nuages.
Et par endroits, ces déchets vont s'accumuler pour créer des environnements denses en plastique. Vous connaissez bien sûr, je pense, les accumulations océaniques au niveau des gyres, les zones créées par les courants marins qui sont au milieu des océans. Donc il y a des gyres dans tous les grands océans, il y en a dans l'océan partie nord, partie sud, mais il y en a une qui est emblématique parce que la première décrite, c'est celle du Pacifique Nord, qu'on a surnommé 7e continent de plastique. Et là, on peut vraiment dire qu'un nouvel environnement extrême est né. Alors pour conclure ce voyage dans les milieux extrêmes, on peut se poser une petite dernière question. Qu'est-ce qu'ils nous apprennent? Alors là encore, la liste est longue, hein, j'ai choisi juste quelques exemples pour illustrer ça ce soir. Alors les organismes des milieux extrêmes sont source d'inspiration pour des innovations technologiques. Et voici en santé humaine l'exemple le plus remarquable d'application, qui est issu d'un organisme qui vit dans un milieu extrême. Donc cet exemple qui est illustré ici, c'est l'exemple de la PCR, la Polymerase Chain Reaction, réaction de polymérisation en chaîne qui s'est rendue célèbre récemment pendant l'épidémie de Covid. Donc je pense que tout un chacun en a entendu parler maintenant, même en dehors des laboratoires. Donc, dans cette réaction, il y a une étape de dénaturation de l'ADN qui se fait à une température élevée de 95 degrés. Elle doit être répétée à chaque cycle de la réaction, soit plusieurs dizaines de fois, et avant chaque étape de synthèse par une autre enzyme qu'on appelle la polymérase, par une enzyme, pardon, qu'on appelle la polymérase. Donc cette technique, à ses débuts, qui remonte déjà un petit peu, était vraiment laborieuse et surtout très coûteuse, parce que juste après l'étape de dénaturation, il fallait à chaque fois rajouter de la polymérase, parce que le passage à 95 degrés l'a dénaturée, donc elle n'était plus fonctionnelle. Donc on devait en rajouter à chaque fois. Donc c'est grâce aux recherches de Thomas Brock, qui est pionnier de l'étude des micro-organismes thermophiles, que cette technique a évolué. En 1969, il a isolé une bactérie qui vient de... il a isolé la bactérie Thermus aquaticus, qui vit dans les geysers de Yellowstone, et dans son environnement naturel, elle vit entre 50 et 80 degrés, et elle produit une enzyme, une polymérase, qui elle reste fonctionnelle même après avoir été exposée à la température de dénaturation de l'ADN, donc de cette technique de PCR. Donc la polymérase issue de cette bactérie a été baptisée TAC polymérase, donc TAC pour Thermus aquaticus, et elle reste stable pendant tous les cycles de PCR, et donc elle va devenir le standard de cette technique pendant plusieurs années. Actuellement, là, il existe d'autres enzymes sur le marché, d'autres enzymes thermorésistantes, mais elle reste quand même connue pour avoir apporté une avancée majeure dans le domaine. Alors, toujours dans le domaine médical, on sait que la conservation sous forme congelée des tissus, des cellules et des organes est compliquée, puisqu'il va y avoir un endommagement des tissus dû à la formation de cristaux de glace. Et il faut donc avoir recours à des agents protecteurs pour protéger les cellules et limiter les dommages créés par ces cristaux de glace. Mais le problème, c'est qu'à forte concentration, ces agents, qui évitent totalement la congélation et produisent une solution visqueuse, vont aussi potentiellement créer des dommages osmotiques et toxiques. Donc il n'est pas tout à fait recommandé de les utiliser à dose en quantité importante. Donc il y a des équipes de recherche qui travaillent bien sûr dans ce domaine et qui se penchent depuis quelques années sur le développement d'une nouvelle génération de composés cryoprotecteurs qui sont inspirés des protéines antigènes naturelles qu'on retrouve chez les poissons arctiques et antarctiques. Ce sont ces protéines qui vont leur permettre de vivre dans les eaux glacées sans que leur tissu ne gèle. Elles ont la capacité de se fixer aux cristaux de glace pour limiter leur croissance. Donc en 2021, il y a une équipe anglaise qui a trouvé des résultats encourageants, c'est-à-dire que les cellules humaines sont mieux préservées lorsqu'on utilise des composés de synthèse qui miment la structure des protéines antigel des poissons arctiques et antarctiques. Alors, on n'en est pas encore à la cryogénisation des humains, mais ça progresse. Ce petit scarabée là, que vous voyez sur la gauche, là, qui grimpe la dune, c'est un ténébrion du désert de Namibie. Donc, dans la nuit, quand le brouillard déferle sur les dunes, il va aller se positionner, elle, au vent, pour récolter les gouttes. C'est un buveur de brouillard. Donc, dans les années 90, il y a eu des projets pionniers qui se sont inspirés de ce modèle pour installer des filets à brouillard dans des régions où le climat est chaud et humide,
Alors d'abord au Chili pour les premières expériences, et puis depuis dans de nombreux autres pays encore à l'heure actuelle. Vous avez une illustration de ces filets en bas à droite ici. Donc le principe de ces pièges est similaire à celui qui est utilisé par les ténébrions, c'est-à-dire une surface hydrophobe qui est placée sur un sommet plongé dans le brouillard et orientée perpendiculairement au vent. Donc ces dispositifs de récupération d'eau pourraient apporter des solutions d'approvisionnement dans des villages éloignés, mal desservis. Donc, ça a été le cas pendant plusieurs années avec les projets pionniers ici. Alors, dernier exemple d'innovation technologique inspirée des poils de l'ours polaire, la cape d'invisibilité. C'est comme ça qu'ils l'ont nommée quand elle est sortie, donc inspirée de Harry Potter. L'ours polaire que vous voyez ici, vous le savez, a une fourrure blanche qui est exceptionnelle parce qu'elle permet à l'animal de rester au chaud dans l'air froid de son environnement. Alors à l'inverse des soies de la fourmi argentée qu'on a vu tout à l'heure, les soies de la fourmi, elles dissipent la chaleur corporelle sous forme de rayonnement infrarouge. Ici, au contraire, les poils de l'ours polaire vont garder captif la chaleur corporelle, donc en emprisonnant ces mêmes rayonnements infrarouges. Donc le pelage blanc est en réalité formé d'une multitude ici de poils transparents et creux. Vous avez une photo en dessous de poils de synthèse qui recréent ces tubes transparents. La cavité interne est remplie d'air et elle va piéger efficacement les rayonnements infrarouges avant de les libérer à nouveau. Alors les rayonnements vont passer d'un poil à l'autre, ça va se jouer un petit peu comme un jeu de balles interminable, ils vont rebondir sur les milliers de poils et finalement rester captifs dans le pelage. Donc ça va faire que la chaleur émise par le corps de l'animal ne s'échappe pas dans l'environnement. Donc le pelage est chaud à l'intérieur, mais il est à la même température que l'air ambiant sur sa surface externe. Donc c'est cette prouesse qui rend l'ours relativement invisible sous l'objectif d'une caméra infrarouge, c'est-à-dire que son corps ne rayonne pas plus que son environnement. Alors dans le domaine de l'isolation, c'est ce qui a servi de modèle pour développer des matériaux isolants, dont cet exemple-là de couverture, de cape d'invisibilité. Ce lapin que vous voyez ici est enveloppé en haut dans une couverture qui est faite avec des poils creux inspirés de l'ours polaire, et en bas dans une couverture polaire classique, là en bleu. Et on regarde en caméra thermique et on voit que la partie qui est emballée dans la couverture inspirée des poils de l'ours polaire garde l'animal relativement invisible sous cette caméra thermique. Ça veut dire que tous les rayonnements infrarouges produits par son corps sont piégés sous la couverture. Alors les applications de ce type de matériaux pourraient servir par exemple dans le revêtement de véhicules spatiaux ou dans des vêtements techniques dans les différents environnements où il y a besoin de garder la chaleur corporelle. Alors si on élargit un petit peu la question, au-delà des applications pratiques ici, qu'est-ce que peuvent nous apprendre les milieux extrêmes? Ben déjà, on peut dire qu'étudier les milieux extrêmes, c'est une quête des limites du vivant. À force de résister à tout, on peut se demander s'il existe des milieux où il n'y a pas de vie en fait sur notre planète. Alors, on peut actuellement dire qu'il existe probablement un endroit sur Terre où la vie semble avoir atteint ses limites. Vous en avez une photo ici, c'est à Dalol, dans le désert de sel de Danakil, en Éthiopie, au niveau du rift africain. Sur ce site hydrothermal, les microbiologistes se sont cassés les dents jusqu'à maintenant à trouver des formes de vie. Ils ont travaillé sur le lac Noir et aucune des méthodes les plus sophistiquées utilisées n'a permis de mettre en évidence de vie jusqu'à maintenant. Alors il faut dire que ces mares, pour certaines, ont un pH négatif, donc qui frôle les -1. La température y est de 100 degrés et les salinités sont 10 à 20 fois plus grandes que celles de l'eau de mer. Donc c'est un enfer en fait pour le monde vivant. Donc on pense qu'ici, ce lac constitue une combinaison insurmontable pour le vivant, c'est l'accumulation des extrêmes qui provoque cette limite. Mais ça pose quand même question, on continue à étudier puisqu'on est toujours en train de repousser avec les différentes études les limites du vivant. Une autre question fondamentale à laquelle l'étude des milieux extrêmes est liée, c'est l'origine de la vie sur Terre. Donc cette question d'origine de la vie sur Terre a pris son essor avec le lancement de la chimie prébiotique, dont l'objectif est de comprendre le passage en fait, de l'inerte au vivant dans l'histoire de la Terre. Donc, les molécules de base du vivant, on considère qu'elles peuvent avoir été formées par des réactions provoquées par des orages et les rayonnements solaires UV,
dans l'atmosphère primitive de la Terre, qui à ce moment-là est complètement dépourvue d'oxygène. Donc le chimiste Harold Urey et son doctorant Stanley Miller, qu'on voit ici sur la photo, mettent à l'épreuve cette théorie en 1953 en reconstituant ces conditions en laboratoire, et ils arrivent au bout de 18 jours à former des molécules du vivant, et ça marque le début de ce domaine de la chimie prébiotique. Alors, on peut observer ce même type de formation de molécules, de briques du vivant dans le milieu naturel, au niveau des sources hydrothermales sous-marines, par exemple, ou des sources géothermales continentales, qui sont leurs équivalents continentaux. Donc, on considère actuellement que ces environnements sont candidats au titre de lieu d'origine des molécules du vivant. Donc, on pense toujours qu'il est vraisemblable que la vie, ou qu'au moins ces éléments constitutifs, soient apparus dans un environnement qu'on qualifie aujourd'hui d'extrême. Alors nous voilà parvenus au terme de ce petit voyage dans les milieux extrêmes. On a pu voir quelques adaptations à des extrêmes, comme la chaleur, le froid, la sécheresse. On n'a pas tout vu, comme je vous disais, il a fallu faire des choix pour ce soir. Ça a été l'occasion de réaliser que les environnements extrêmes ne sont pas que des lieux inhabités, inaccessibles pour l'homme, mais qui s'invitent aussi dans notre quotidien, nos paysages. Et dans ces déambulations, s'est imposée une certitude surtout, les milieux extrêmes sont bien plus répandus qu'on ne croit. Alors si on prend l'océan profond par exemple, on sait que les profondeurs marines couvrent déjà à elles seules près des 2/3 de la planète, elles représentent 98% du volume total de l'océan. Si on y ajoute aussi les zones volumes occupées par la zone côtière de balancement des marées, on ajoute les lacs salés, les lacs acides, les déserts, les pôles, les grottes, la haute atmosphère, les roches profondes, et encore maintenant, si on rajoute tous les environnements pollués, le constat est du coup surprenant. Les milieux extrêmes occupent l'essentiel de la biosphère de notre planète. Donc la Terre peut être considérée comme une planète d'extrêmes. Ils y sont la norme et non pas l'exception en fait. Donc on sait aussi que les extrêmes évoluent dans le temps. On ne sait pas encore ce que seront les conditions extrêmes de demain. Ce qu'on sait d'ores et déjà par contre, c'est qu'il y a des changements profonds qui sont à l'œuvre sur la planète du fait de l'anthropisation des environnements et puis du changement climatique. On a vu de nouveaux écosystèmes apparaître, comme la plastisphère dont on parlait tout à l'heure, alors que d'autres, comme les calottes polaires, ont tendance à se réduire. Donc ces évolutions, autant que l'avancée aussi de nos connaissances scientifiques, redéfinissent au cours du temps les contours des environnements extrêmes et n'ont pas encore délimité ceux du futur. Donc les champions de l'extrême qu'on vient de voir ce soir et qu'on connaît aujourd'hui seront probablement pas ceux de demain. En tout cas, ce qu'on peut parier, c'est que le vivant continuera à s'adapter et qu'il n'a pas fini de nous étonner. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Juliette. C'était passionnant. Je vais peut-être relayer les questions du public puisque je suis à côté du micro. Donc, est-ce que vous avez des questions? Oui? Oui. Alors, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, en tant que scientifique, quelle est la limite vivre sur vivre? Parce que moi, je me vois vieillir et je me dis, c'est quand que je vais survivre? Alors là, je ne sais pas si tu as entendu la question, mais la question, c'était en fait la différence entre vivre et survivre. Pour être scientifique. Pour toi, scientifique, quelle est la différence entre vivre et survivre? Tu nous as montré des exemples, mais est-ce que peut-être tu peux revenir sur cette différence? Alors la différence qu'on a considérée nous, parce qu'il y a par rapport à la définition du vivant, il en est actuellement recensé en définition du vivant à plus de 120 définitions du vivant, c'est-à-dire que c'est très complexe de définir ce qui est de l'ordre du vivant. Nous, ce qu'on a déterminé comme survivre ou vivre, et qui est reconnu aussi dans on va dire les milieux d'études sur les milieux extrêmes, c'est que vivre, ça nécessite de pouvoir compléter tout son cycle de vie dans l'environnement. Donc là, quand on a fait la nuance sur les formes de résistance, c'est-à-dire la résistance, c'est on attend des conditions favorables et donc on se met dans une situation dans laquelle toute l'énergie et le métabolisme est dirigé vers de la survie. Donc ça veut dire à ce moment-là
on ne se multiplie pas, on ne renouvelle pas ses tissus, on n'a pas un métabolisme normal quand on est en résistance ou en survie. Donc c'est le cas des formes résistantes de l'artémie, par exemple, ou du tardigrade. Ces animaux-là résistent, donc survivent quand les conditions deviennent extrêmes, mais ils ne complètent pas un cycle de vie normal dans ces conditions-là. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question. Ça répond à votre Alors, question? pour compléter, d'abord, c'était passionnant. C'était passionnant ce que tu as dit, Juliette, je suis d'accord. Les oiseaux migrent, par exemple. Ils viennent se reproduire chez nous. D'accord? Donc, ils ne sont pas dans un rapport à l'extérieur, à leur environnement optimal en permanence. Alors, ils sont obligés de migrer, par exemple. la question concerne les oiseaux migrateurs, donc qui réalisent la reproduction à un endroit différent de là où ils passent une autre partie de leur vie. Donc voilà, est-ce qu'on peut considérer que le milieu dans lequel ils vivent pendant une partie de l'année n'est pas le plus favorable et qu'ils sont obligés de se déplacer? Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ces organismes-là? Alors, par rapport à ça, donc la définition que je donnais là, de la vie en milieu extrême, c'est de pouvoir compléter son cycle, par exemple, de développement au complet. Il y en a bien d'autres, par exemple, là, quand je vous parlais des formes de résistance, donc là, pour les oiseaux qui migrent, je dirais qu'ils se mettent en situation favorable pour la reproduction. On ne peut pas forcément considérer qu'ils sont en milieu extrême s'ils restent dans leur environnement de départ. D'ailleurs, les flux de migration sont en train de changer là, avec les changements climatiques et ils vont avoir, on voit déjà des acclimatations aux nouvelles conditions chez les espèces migratrices. Par contre, la survie et la résistance, il y a une autre chose dans ces situations-là, et c'est le cas chez les cystes d'artémie, par exemple, les animaux sont en état de vie arrêté. Ça veut dire qu'ils n'évoluent plus non plus. Donc, quand on prend des cystes d'artémie dans les sédiments, par exemple, qui sont là stockés depuis des centaines d'années, on a en fait des témoins d'espèces qui n'existent plus en quelque sorte, puisque les artémies qui sont en vie active ont continué à évoluer, à s'adapter à leur environnement, alors que ces cystes qu'on remet en vie plusieurs siècles après se sont en fait arrêtés il y a quelques siècles et sont les témoins d'espèces qui n'ont pas évolué. Et le fait de ne pas évoluer, c'est aussi un critère pour dire qu'on n'est pas en train d'être vivant en fait. Merci. Merci. D'autres questions? Oui? Il semblerait, alors c'est une question à confirmer ou à infirmer, il semblerait que certains insectes, en particulier les scorpions, c'est tout à fait pour les insectes, résisteraient au rayonnement nucléaire, en particulier dans le Sahara, quand il y a eu des expériences nucléaires, ces scorpions auraient résisté au rayonnement. Alors, il y a peut-être d'autres êtres vivants qui résistent au rayonnement. Est-ce vrai? Et si c'est vrai, est-ce qu'on sait pourquoi? Alors, une question sur des organismes qui sont capables de survivre à des rayonnements Oui, radioactifs, notamment apparemment des scorpions. oui. Qui sont capables de ça. Et la question, s'il existe, si c'est vrai, qu'il existe d'autres espèces capables de résister à ces rayonnements. Tout à fait. C'est vrai. Et alors, c'est vrai, et j'ai un début de réponse de pourquoi, même si c'est effectivement pas ma spécialité, mais oui, c'est vrai. C'est le cas aussi du tardigrade. Donc, en général, les espèces qui sont très bien adaptées à la dessiccation et à la déshydratation extrême résistent aussi à d'autres, comment on va dire, paramètres extrêmes, comme par exemple le rayonnement et notamment les rayonnements radioactifs. C'est le cas aussi des rayonnements cosmiques ou des choses comme ça, c'est-à-dire que ça leur confère une résistance à d'autres extrêmes, parce que finalement les mécanismes de protection qui sont mis en œuvre vont être les mêmes ou vont se croiser avec ce qui est nécessaire pour résister au rayonnement. Donc les mécanismes de protection des composants cellulaires par des protéines qui vont s'accrocher, comme on disait, par exemple les HSP, c'est une autre famille qui va intervenir là, mais c'est le même principe. On se lie aux composants cellulaires pour les protéger, et donc, dans ce cas-là, ça confère une résistance aussi au rayonnement. Donc, le tardigrade, qui est le champion de ça, mais qui en ça rejoint le scorpion, a d'ailleurs été testé, il a été envoyé dans l'espace plusieurs fois, donc pour voir sa résistance au rayonnement solaire et au rayonnement cosmique. Et le fait qu'il ait des protections à la dessiccation comme ça, le rend résistant à l'exposition au rayonnement. Il y a
Chez le tardigrade, alors chez le scorpion, je ne sais pas, mais chez le tardigrade, il y a notamment une protéine de réparation de l'ADN qui est très efficace parce que les dégâts des rayonnements, ça va être de faire muter l'ADN et d'abîmer en fait le matériel génétique. Le tardigrade possède une protéine particulière qui est très très efficace pour réparer l'ADN. Et donc ça lui permet de résister au rayonnement. D'autres questions? Non, pas d'autres questions. Moi, une question qui m'intéresse par rapport à l'évolution des animaux. Donc, par exemple, si on s'intéresse au groupe des crevettes, est-ce qu'on peut arriver à déterminer si l'ancêtre commun le plus proche de ces animaux vivait plutôt dans un milieu extrême de profondeur, plutôt dans un milieu intertidal ou plutôt dans les grandes eaux? Est-ce qu'on a des possibilités de reconstruire un petit peu comme ça l'histoire de différents groupes d'animaux dont dont certains groupes vivent dans des milieux extrêmes? Oui, c'est le cas. Bah, là, pour le coup, pour les crevettes abyssales, par exemple, comme on sait que la colonisation par ces espèces-là, donc de l'océan profond, est une recolonisation, hein, c'est-à-dire qu'elles viennent de crevettes qui sont côtières en réalité, donc elles ont recolonisé il n'y a pas si longtemps à l'échelle de l'histoire de la Terre le milieu profond. Donc cette capacité à vivre dans les abysses au niveau des sources chaudes est quelque chose qu'elles ont acquise relativement récemment. Alors, est-ce qu'elles avaient déjà, du fait de vivre par exemple dans la zone de balancement des marées, des capacités à tolérer un certain nombre de stress? Ça n'a pas été encore vraiment exploré, mais nous, quand on étudie les crevettes abyssales, notre point de comparaison, ce sont les crevettes côtières et on les étudie en parallèle, en fait, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Merci. Moi, Une question. à propos de la pression. Quand on voit que quand on descend dans les 10 000 mètres de profondeur, on met des carapaces, enfin, on fait des véhicules extrêmement protégés, comment une crevette minuscule peut-être résister sur la... Alors, c'est la question auquel tu vas pouvoir répondre très facilement sur comment est-ce que ces crevettes, par exemple, survivent à une pression à laquelle que nous, on ne pourrait pas supporter. Mais quand on fait le parallèle, souvent, c'est ce qui va poser un problème quand on descend et avec la pression, ce sont les gaz. Donc nous, le premier effet, ça va être une compression au niveau de nos poumons, puisqu'en fait, ce sont les gaz qui sont très compressibles. Donc on peut faire l'essai, hein, quand on peut comprimer un gaz. Si on prend un ballon gonflé d'air et qu'on le descend avec la pression, il va devenir tout petit parce que le gaz à l'intérieur s'est contracté. On peut comprimer facilement les gaz. En revanche, les liquides sont quasiment incompressibles, très très peu compressibles. Et en fait, ces animaux-là, déjà, n'ont pas de poumons, n'ont pas de cavité gazeuse dans leur corps. Donc, il n'y a déjà pas ce problème. Pour tout le reste des composants cellulaires, il y a des adaptations qui leur permettent de garder notamment leur membrane plus fluide en changeant la composition en lipides. Donc, c'est un petit peu la comparaison entre le beurre et l'huile. La composition du beurre et de l'huile, c'est différent au niveau des lipides. Et donc, il y en a un qui est plus figé et l'autre qui reste plus liquide. Là, l'idée, c'est que quand on descend en profondeur, pour garder des membranes bien fluides, on va avoir des lipides qui sont plus proches de ceux qu'on va trouver dans l'huile, par exemple, pour rester, voilà, pour ne pas subir les effets de la pression qui ont tendance à figer un petit peu tout. Merci. Oui. Mais une dernière question pour Mme Bravo, sans savoir si elle va pouvoir y répondre. Peut-on dire que parmi les êtres vivants, celui qui est le moins adaptable est l'être humain? Alors, la question concerne l'être humain. Est-ce qu'on peut dire que parmi les êtres vivants, l'homme serait l'animal ou l'organisme vivant le moins capable Alors, parmi les extrêmes? oui et non. On a déjà eu cette discussion justement avec mon co-auteur au moment d'écrire l'ouvrage, puisqu'on avait décidé de ne pas partir sur l'angle de l'humain, mais quand même, on a parlé à certains endroits, en fait, la capacité de l'homme, elle est technologique, technique. C'est-à-dire que grâce au développement technologique, on arrive à coloniser énormément d'environnements sur Terre en dehors de nos capacités physiologiques. Donc, adaptable, on va dire, avec l'aide
notre technologie et de nos instrumentations, en fait, on va dire, puisqu'on arrive à vivre. Vous avez des villages en Sibérie où les températures frôlent les -50 et il y a des êtres humains qui habitent là. Et on peut se dire que là, on n'est pas adapté. Et finalement, vous avez pareil des villages en plein Sahara où vous allez avoir des températures extrêmes chaudes. Donc, nos capacités technologiques nous donnent une certaine marge d'adaptation, on va dire. Maintenant, on a nos limites, hein, mais c'est comme les autres organismes. Mais nous, en tout cas, elles sont au-delà de la physiologie, ce sont plutôt nos capacités techniques. Oui, une autre question? Quelles sont les techniques pour parce que faire des études dessus, il y avoir Des questions donc, sur comment est-ce que vous étudiez, par exemple, ces crevettes hydrothermales? Est-ce que vous les étudiez sur place? Est-ce que vous les remontez à la surface? Comment est-ce que vous arrivez à mettre en place des protocoles pour les étudier? Alors pour les étudier, pour étudier la physiologie en fait, des organismes des grands fonds, on est obligé de, pareil, là encore une fois, développer de la technologie. Parce que quand on les remonte, du fait du changement de pression, ce sont des bêtes qui vivent à plus de 2000 mètres de profondeur. Donc quand on les remonte, elles prennent un choc de 200 bars, c'est-à-dire 200 fois la pression atmosphérique. Donc la plupart survivent pas. Donc il a fallu développer, et c'est pour ça que dans notre équipe, il y avait des biophysiciens et des ingénieurs des hautes pressions pour développer des équipements sous pression. Ça veut dire des équipements qui permettent de récolter les crevettes quand on descend avec le submersible à une espèce de boîte qui va être fermée de manière étanche au fond une fois que les crevettes ont été placées dedans, qui va permettre de les remonter en conservant la pression naturelle et après qui va être connecté à un aquarium sous pression. Donc c'est un aquarium en acier avec des parois énormes, rien que le couvercle il fait 30 kg, enfin c'est des gros équipements qui permettent de recréer la pression d'origine des animaux et on peut contrôler les conditions à l'intérieur de l'aquarium et filmer les crevettes et leur proposer différents traitements. Donc c'est ce qui permet de les étudier vivantes. Donc vous avez un aquarium sous pression qu'on a développé et qui est exposé à Brest, à Océanopolis, au parc marin, dans lequel on avait exposé pendant plusieurs années des crevettes des grandes profondeurs vivantes, des crabes, et puis là qui sont actuellement un petit peu modifiés pour accueillir des coraux profonds. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Juliette, d'avoir été avec nous ce soir. C'était vraiment passionnant. Et à bientôt, peut-être, alors, sur Paris. Oui. Merci à vous. Bonne soirée à tous.